L'audience du 9 juin 2025 est maintenant ouverte. Donc, identification des parties pour les besoins de l'enregistrement. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Vincent Ranger pour la Commission. Ranger. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Sébastien Laprise, Langlois-Avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Hein? Bonjour, Monsieur le Commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois-Avocat pour la Société également. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Isabelle Leblanc pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Jérôme Leclerc pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Patricia Blair pour le procureur général du Québec. Blair. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. Matin. Bonjour à tout le monde qui vient. Bonjour, Monsieur le Cloutier. Donc, bonjour, Monsieur le Commissaire. Peut-être une brève intervention pour débuter cette belle semaine à Québec. Nous avons reçu les pièces, je crois que c'est vendredi, le 22h30, là, en prévision du témoignage de M. Cloutier. Nous les avons analysées cette fin de semaine, évidemment, pour réaliser que certaines de ces pièces, notamment, mais principalement Y14 et Y29, pouvaient comporter des enjeux du privilège relatif au règlement. La posture de la SAC a toujours été, évidemment, de collaborer de façon optimale, mais cela étant dit, LGS, qui, malgré son absence, est très présente dans les coulisses et nous rappelle quotidiennement, bon, peut-être pas quotidiennement, mais fréquemment, que nous avons, selon elle, une obligation légale et contractuelle de préserver ce privilège. Donc, vous comprenez que ça nous met dans une situation un peu difficile et qui pourrait commander une solution peut-être plus pérenne et efficace là, pour faciliter les travaux de la commission. J'ai discuté avec Maître Tremblay ce matin. Je comprends que Maître Ranger n'a pas nécessairement d'enjeu avec les pièces, avec ce témoin-ci, mais il est important pour notre cliente de vous soulever cette situation pour éviter des problèmes ultérieurs. Et c'est justement pour la première fois que vous soulevez cet enjeu-là, bien évidemment. On comprend que les privilèges, c'est un peu l'exception à la recherche de la vérité. Et une commission d'enquête, ben, c'est justement la recherche de la vérité. La SAC est présente à un statut de participant depuis le début. La SAC participe activement à la recherche de la vérité. Et je suis un peu d'accord avec vous parce que on sent l'ombre de LGS depuis le début. Le procureur-chef m'en fait souvent mention. Et effectivement, je le dis, là, il faudra trouver une solution. La transaction, bien évidemment, fait partie des travaux de la commission. C'est l'éléphant dans la pièce. On ne passera pas à côté. Je comprends également les privilèges, tout à fait, mais il faudra trouver une solution. Je comprends également que le procureur-chef, avec les procureurs de la SAC, vont parler aux avocats de LGS et espérant trouver une solution. Sinon, j'aurai à décider quelque chose, puis ça ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde. Alors, ceci étant dit, je referme la parenthèse. Merci. Mais je pense que je suis très clair ce matin. Pour ne pas perturber la bonne continuité de nos travaux, on va commencer avec M. Cloutier ce matin. Je comprends que Maître Ranger, que vous allez naviguer, là, ce que je comprends, ce que Maître Gagnon vient de dire, que c'est faisable, là, sans y aller de front. Là. Effectivement, on va essayer d'éviter ce sujet-là ce matin pour le bien des travaux de la Commission. Comme on l'a fait par le passé, là, je vous suggérais de produire en bloc les pièces dont nous avons fait mention. En fait, les pièces qui ont été communiquées aux parties, c'est-à-dire les pièces qui vont devenir 41P 222 à 41P 244, sous réserve effectivement qu'une portion de 41P 244, effectivement, certains documents contenus à la pièce ne seront pas produits, vu les objections de la SAC ce matin. Ben, la SAC, c'est pas tellement la SAC. En fait, J'aimerais qu'on précise. Et là, j'apprends aussi peut-être le 41P 234, M. Gagnon, juste clarifier, je n'avais pas compris 41P 234, qui était le Y14, tableau suivi des dates, était aussi sous objection, juste qu'on clarifie. Encore une fois, là, par prudence, parce que it takes two to tango, et en ce moment, nous sommes seuls ici, mais nous sommes plusieurs à l'arrière. Donc, par prudence, Maître Ranger, je l'apprécierais énormément.
Parfait, puis je compte sur vous si jamais il y a une problématique Assurément. de faire le ressort sur votre chaise. Donc, en fait, on va simplement, Monsieur le commissaire, suspendre la production de ces pièces-là jusqu'à ce qu'on puisse trouver une issue à ce débat-là. Est-ce qu'il y aurait, puis ça je m'adresse au personnel, est-ce qu'il y aurait moyen que je sois moins ébloui par les lumières? Je ne sais pas, la dernière fois ça allait très bien, mais là j'ai un petit peu de problème. Je veux mettre la prise, vous êtes quasiment le Christ incarné, genre, devant moi ce matin, il y a un auréole autour de votre tête, là. si c'est faisable. Vous allez m'autoriser à porter des verres fumés. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions d'intendance, Monsieur le commissaire, le prochain témoin serait M. Sylvain Cloutier. Parfait, merci. Ben oui, je vais me concentrer sur M. Cloutier, c'est moins pire. Parfait. Donc, bonjour, M. Cloutier. Bonjour, Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. je l'affirme. Vos noms et occupations. Sylvain Cloutier, je suis retraité. Merci. Votre témoin. Bonjour, M. Cloutier, vous allez bien ce matin? Oui. Oui. Peut-être commencer juste par présenter à M. le commissaire votre cheminement professionnel, là, sans rentrer dans le détail, nous dire par où vous êtes passé dans votre vie professionnelle. Est-ce que je passe par mes études ou pas? Si vous le souhaitez, brièvement, oui. Donc, je suis diplômé de l'Université Laval. J'ai un baccalauréat en relations industrielles que j'ai obtenu en 1990. Par la suite, j'ai poursuivi mes études avec un diplôme de deuxième cycle en santé au travail que j'ai obtenu en 91. Et c'est là que débute ma carrière dans la fonction publique. Je suis rentré à la CSST à l'époque, qui est aujourd'hui la CNESST, donc la Commission de la santé et sécurité du travail à l'époque. Je ne serais pas capable de vous dire aujourd'hui, là. Donc, je suis rentré en 91 à titre de professionnel, puis j'y suis resté jusqu'en 2013 et j'ai été nommé cadre 4 là, à la CSST là, en 2008, là, si je ne m'abuse. Par la suite, en 2013, j'ai quitté la CSST pour m'en aller à la CARA, la Commission administrative de régime de retraite. Jusqu'en 2015. En 2014, 2013-2014, oui, j'ai été nommé directeur et c'est là que je suis rentré j'ai appliqué sur un poste à la SAC. 2014, ça? Non, je suis rentré à la SAC en avril 2015. Oui. Et j'y suis resté jusqu'à ma retraite en janvier 2022. Jusqu'en janvier 2022. Oui. Et quel était votre mandat à la SAC en commençant en 2015? En 2015, lorsque je suis rentré, j'étais directeur du bureau de programme. De quel programme? Directeur du bureau de projet, pardon. De quel projet en 2015? En fait, les projets, le bureau de projet en 2015 couvrait l'ensemble du portefeuille qu'on réalisait là, au niveau opérationnel. Là. Donc, j'étais en charge de l'équipe qui produisait pour le vice-président la reddition de comptes au niveau de ses projets. Pardon, excusez, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Je m'excuse. Dites-vous que c'est pire à Montréal. Ici, vous avez une bonne... avoir une bonne vision. OK. Donc, j'étais en charge de cette équipe-là. Donc, je comprends que c'était une équipe. Vous étiez à la vice-présidence aux technologies d'information. Oui, exactement. Oui. Et qui était votre supérieur à votre entrée en 2015? À mon entrée, la personne qui m'a engagé était Michel Vézina. Je crois qu'elle était directrice générale. Je ne me souviens plus du titre exact de la direction, là. Mais c'est Mme Vézina, Michel Vézina, là, qui était ma supérieure hiérarchique. Et est-ce que ça a évolué par la suite? Oui. Mme Vézina a quitté pour la retraite, si je ne m'abuse, vers le mois de décembre 2015. Et M. Malenfant avait engagé une dame au nom de... Est-ce que je peux dire les noms? Oui, absolument. Okay. Oui. Au nom de Mme Pascale Saint-Hilaire. Qui est rentré, je crois, c'est peut-être début 2016 ou fin 2015, là, ma mémoire fait défaut à cet égard-là. Donc, j'ai relevé toujours dans le même poste,
j'ai relevé de Mme de Mme Saint-Hilaire. En octobre 2016, je me souviens parce que M. Malenfant était venu me voir le matin, tôt, pour me dire qu'il calait une réunion d'urgence à 9 heures avec le personnel de la direction générale de Mme Saint-Hilaire pour annoncer que Mme Saint-Hilaire avait quitté le vendredi et qui annonçait au personnel que c'est moi qui prenais le poste par intérim. Donc, je me suis ramassé directeur général là, du jour au lendemain, par intérim, là, évidemment, je n'étais pas nommé. Donc, je passais d'une équipe, d'une division, une direction, pardon, du bureau de projet à deux c'était-tu des directions? Non, c'était des... Vous aviez deux rôles, là. Oui. Puis, à ce moment-là, parallèlement à ça, il y a aussi le PGI dans lequel M. Malenfant m'implique, mais pas à titre de contributeur, je dirais plus à titre d'observateur pour m'approprier un peu ces éléments-là. Je ne savais pas trop à l'époque pourquoi il le faisait, mais j'ai compris par la suite là, la raison pour laquelle il m'avait impliqué là, à certaines réunions. On va y venir. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce exact que pour tout votre passage à la SAC, la ligne hiérarchique au-dessus de vous est restée M. Carl Malenfant et ensuite Nathalie Tremblay? Oui, tout au long, oui. Ben, vous pouvez peut-être y aller tout de suite avec, vous nous avez dit là, que vous avez commencé à être impliqué dans CASA. Pouvez-vous nous dire quelle était votre implication? Au départ, je dirais en 2016, j'assistais à des rencontres qui se déroulaient dans le bureau de Carl, là, où est-ce qu'il y avait, entre autres, où est-ce qu'on discutait là, je pense qu'il était rendu à cette époque-là à la rédaction là, de l'appel d'offres, si je ne m'abuse. Je sais qu'il y avait Madeleine Chagnon, je crois son nom, excusez, je suis désolé. Madame Lavoie, je me souviens plus de son prénom, Louise Savoie, pardon, pas Lavoie, Savoie. Bref, où est-ce qu'il échangeait un peu sur où est-ce qu'il en était rendu, comment ça allait fonctionner. Bon, ça fait que j'assistais à ces rencontres-là sporadiquement, là, pas nécessairement de façon statutaire, mais j'assistais à ces rencontres-là. Et vous êtes resté responsable du bureau de projet, c'est exact, là, pour le programme CASA. Est-ce que vous pouvez nous dire... en fait, tout au long du projet, j'ai assumé les deux rôles. Donc, j'avais la responsabilité de ma direction générale et j'avais été aussi, j'étais responsable du bureau de projet pour le programme CASA. Et qu'est-ce que ça fait un bureau de projet? Un bureau de projet, essentiellement, c'est là pour instaurer des mécanismes permettant le suivi et faciliter la gestion du projet au niveau des équipes. Mais je vous dirais que principalement, le bureau de projet est là pour soutenir le chef de projet, qui est en l'occurrence M. Malenfant, afin de le soutenir dans la production de reddition de comptes comportant des informations sur l'avancement du projet, les bloquants du projet, les coûts du projet. Donc, on était l'équipe, dans le fond, un peu le bras droit de Carl à cet égard-là. Plus, à ce que je comprends, au niveau administratif que de réalisation du projet. Oui, oui, tout à fait. Merci pour la question, parce qu'effectivement, il faut comprendre qu'un bureau de projet, comme je viens de le mentionner, est là pour supporter le chef de projet, mais il ne fait pas partie intégrante de la réalisation. Je pense que vous avez entendu parler là, des bâtons rouges, les bâtons bleus, etc. Eux, c'est les gens qui réalisaient le projet. Donc, c'est des experts de contenu, soit au niveau affaires, soit au niveau technologie de l'information. Mais le bureau de projet n'agit pas en tant qu'expert de contenu, pas du tout.
Il est là pour faciliter, rassembler l'information et pouvoir supporter le chef de projet dans ses différentes redditions de comptes. Merci pour la question, c'est important cette précision-là. Et vous aviez une équipe à ce moment-là? Oui. Là, vous êtes toujours dans le projet. Okay, bon, toujours dans parfait. le projet. Oui, okay, effectivement. On va se concentrer sur CASA et vos responsabilités comme bureau de projet. Là. Oui, j'avais une équipe qui était composée quand on avait échangé, parce qu'à un moment donné, j'ai appris là, que j'allais être sur le projet CASA à titre de responsable du bureau de projet. J'avais mentionné, compte tenu de ma double fonction, j'avais mentionné à M. Malenfant que ça me prendrait du monde très solide pour composer cette équipe-là. Et j'avais donc, il y avait déjà été question au niveau de l'organisation que quelqu'un des finances me soit prêté pour pouvoir gérer tout l'aspect budgétaire du projet en fonction aussi du contrat, parce que c'était un gros projet, il y avait un contrat en arrière de ça. Puis aussi, il fallait s'assurer, lorsqu'on faisait des demandes d'ajout, de modification de projet, bien, de s'assurer de comptabiliser ça de façon à respecter le contrat. Et je me souviens, j'avais été voir à l'époque le directeur général, là, son nom m'échappe, c'est quelqu'un qui a précédé à Francine Népiné, Denis Charland, je me souviens, Denis Charland. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une certaine Élodie Hudon-Chabot qui était supposée m'être prêtée dans le cadre du projet. Et j'avais été rencontrer ce monsieur-là, qui était le DG au niveau des finances, pour m'assurer de sa compréhension sur la personne que j'avais besoin. Je vous explique, monsieur le commissaire, j'avais un double rôle et je m'étais entendu avec monsieur Malenfant à l'effet que j'avais vraiment besoin de personnes solides et compétentes. Et donc, j'avais été vérifié avec M. Charland si effectivement, parce que j'avais mentionné à M. Charland, j'ai dit, écoutez, c'est particulier, Mme Élodie Hudon va devoir s'approprier ce que c'est de la reddition de comptes en mode projet. C'est un gros projet qui est encadré par des contrats et elle va devoir s'approprier ça pour s'assurer d'une comptabilité exemplaire au niveau du projet. Donc, Élodie, sa responsabilité. Si je vais trop loin, vous me le dites. Non, donc, le procureur va vous ramener. OK. Il est là pour ça. Donc, Mme Élodie Hudon-Chabot avait ce volet-là. OK. J'avais également, je l'appelais mon bras droit, là, qui était Annick Rouleau. C'est elle qui supportait toute la reddition de comptes qu'on montait, dans le fond, avec M. Malenfant. J'avais un externe au nom de Stéphane Mercier, qui était responsable de la solution SGPE. Et j'avais également une équipe de PCO, là, on dit ça, ce terme-là en informatique, là, des Project Control Officers. Là, c'est des gens qui supportent les gens qui sont dans le projet, dans le cadre de leur planification, puis le suivi, puis des aider pour les bloquants, puis etc. Donc, la partie des PCO qui se retrouvaient dans les équipes de travail était principalement gérée par M. Mercier. Et on avait eu besoin de M. Mercier parce que c'était lui qui venait d'implanter avant, parce que quand je suis arrivé, c'est un détail que j'ai oublié de mentionner tantôt, à mon arrivée à la SAAC, il venait d'implanter cette solution-là de SGPE, qui est une solution de gestion de projet d'entreprise. Et dans le fond, c'est M. Mercier là, qui avait procédé avec une équipe, évidemment, là, mais c'est lui qui chapeautait cette équipe-là qui avait instauré cet outil-là. Et il le poursuivait avec nous dans le cadre du projet pour assurer les ajustements au niveau de cette solution-là qu'on envisageait là, au niveau du projet. Donc, M. Mercier avait déjà commencé là, à être à la SAC avant le début du projet CASA, c'est ce que vous me dites? Oui, oui. Et de quelle manière il a poursuivi son travail à CASA? En fait, je ne passerai pas par 4 chemins. Là. Avez-vous écouté un peu les audiences de la commission? Ben, pas tant, oui, certaines, là, mais... En fait, il y a plusieurs personnes qui... en fait, il y a une personne qui est venue indiquer là, que M. Mercier serait rentré là, à la SAC, mais en fait aurait participé au projet CASA par le biais d'un appel d'offres dirigé
et qui aurait été donc ciblé pour être engagé dans le cadre d'un appel d'offres. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à ce sujet-là. Je vous explique, Monsieur le commissaire, c'est tout à fait le cas et c'est mon erreur à moi. En fait, je vous explique le contexte. Madame Saint-Hilaire venait de partir. Je me fais nommer directeur général par intérim. On n'est pas loin là, du projet. Et quand les directeurs généraux adressaient une demande d'appel d'offres, de la façon dont on fonctionnait, c'est qu'il y avait un document qu'on préparait pour notre vice-président, parce que c'était autorisé par notre VP, puis même ultimement par plus haut que lui, là, par la présidente, dépendamment des montants. Là, je ne suis pas habile dans ça, là, mais on préparait un document. Et ce document-là, je l'avais préparé et présenté à M. Malenfant, puis je n'étais pas le seul à faire ça. Là. M. Malenfant procédait comme ça avec toutes ses DG. Donc, l'idée, c'était de lui préparer, dans le fond, un 2 pages là, dans lequel on retrouvait un peu le contexte du pourquoi on voulait aller à l'externe, la justification d'aller à l'externe et une présentation des coûts, un estimé de coût de ce que ça pouvait coûter, l'appel d'offres. Donc, j'avais présenté ça à quelque part à l'automne 2016 à M. Malenfant. Pardon. Et je lui avais expliqué le contexte, mais je veux vous amener rapidement sur les coûts. Parce que M. Malenfant, quand on lui présentait ce genre de dossier-là, évidemment, il nous posait des questions. Il voulait comprendre avant d'autoriser un lancement en appel d'offres. Puis, évidemment, lui, il savait que ça concernait l'expert en bureau de projet. Et il m'avait demandé de lui expliquer les coûts. Je pense que j'arrivais à une enveloppe d'1 quelques mille. Et M. Malenfant, j'y explique, je dis, écoute, quand c'est pas compliqué, là, j'ai pris le taux de Stéphane fois le nombre de jours, fois 5 ans, puis j'ai dit, j'arrive à ce montant-là. Fait que, on se quitte là-dessus. Et moi, en cours de projet, il y a eu le lancement d'appel d'offres, etc. Puis, à un moment donné, M. Mercier vient me voir pour me dire, écoute, Sylvain, j'ai vu l'appel d'offres sur SEAO, je suis allé le consulter, mais je dis, moi, je fais juste aviser que je n'ai pas l'autorisation de l'AMP. Et là, la panique me pogne, parce que là, moi, si je n'ai pas ce gars-là pour continuer, on est dans le chenoute, je retarde l'arrivée de l'Alliance, à la limite, je perds une expertise que c'est lui qui a implantée. Fait que j'appelle à la gestion contractuelle pour faire baisser l'enveloppe budgétaire en bas du seuil parce que j'ai paniqué. J'ai fait, c'est quoi ça, l'autorisation? Je ne savais pas c'était quoi. J'avais jamais géré des contrats de cette ampleur-là. Là. Fait que c'est quoi ça? Fait que on m'explique à la gestion contractuelle que ça prend ça si on veut accepter la soumission. Fait que là, je panique puis je fais baisser le montant à 990 000, je crois. J'ai fait ça dans une intention de ne pas retarder le projet. Je tiens à être clair, monsieur le commissaire, je ne dis pas que ça a été correct ce que j'ai fait, mais je le prends sur moi. Il n'y a personne qui m'a pris par la main pour faire ça. C'est moi qui l'ai fait. Ça, je prends le blanc. Mais je n'ai pas reçu de pot de vin, c'était pas fait avec cette intention-là. Je ne suis pas allé faire des voyages de pêche, je vais aller me promener sur un voilier. On n'est pas là-dedans. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc, la réponse est oui à votre question. Est-ce que c'était connu à la SAC que vous souhaitiez engager M. Mercier dans le cadre de cet appel d'offres-là? Connu, je ne sais pas. En même temps, je vous dirais que c'était peut-être un peu un secret de polichinelle, là. Sincèrement. Là, on a vu les courriels, c'était pas pour rien. Là. Donc, c'est sûr, moi, j'ai pas crié ça sur les toits, là, mais je pense que les gens devinaient là, que c'était... C'était un renouvellement de contrat de M. Mercier. Je pense que les gens pouvaient deviner ça, oui. Est-ce que quelqu'un à la SAC vous a empêché de faire ça? Empêché? Ou a tenté de vous... En fait, pas empêché parce qu'on sait que le contrat a été conclu, mais a tenté de vous empêcher de faire ça? En fait, moi, c'était pas connu. Là. Je parlais pas de ça aux gens. Là.
Bien, vous avez dit, vous l'avez mentionné, par exemple, à M. Malenfant, que le budget était fixé en fonction du taux horaire de M. Mercier. Est-ce que... Oui, mais jamais M. Malenfant m'a demandé de faire ce que j'ai fait. Là. Je vous le dis, M. le commissaire, j'ai pris ça sur moi. J'étais dans un état de panique. Mais est-ce que quelqu'un vous a sensibilisé à la SAC sur le concept d'appel d'offres dirigé à ce moment-là? Je crois, à un moment donné, il y a celle à qui j'avais demandé de procéder à la rédaction de l'appel d'offres, Mme Annick Rouleau. Lorsque j'ai paniqué, elle m'a dit, « Ben là, Sylvain, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, je dis à Annick, moi, si j'ai pas ce gars-là, excusez le terme, je suis dans le chenoute. On peut peut-être en venir là, Parce qu'il était là avant ou parce que c'était une ressource de pointe vraiment... Vous parlez de M. Mercier? Oui, toujours. Ben, deux choses. C'était effectivement une ressource qui avait implanté, en fait, il y avait ce que je ne comprenais pas dans ma tête, puis c'est peut-être pour des raisons contractuelles, mais je ne comprenais pas qu'on ait engagé un gars spécifiquement pour implanter une solution qui était la SGPE, et à la veille de débuter un projet d'envergure qu'on n'ait pas prévu, ce gars-là, qui connaissait, c'est lui qui venait d'implanter cette solution-là. Il y avait cet aspect-là, mais il y avait l'aspect aussi en termes d'expertise, du moins à Québec, là, je ne sais pas à Montréal, mais à Québec, là, je pense que c'est à peu près le seul gars là, qui a une expertise à cet égard-là. On peut peut-être en venir au cœur de votre travail, qui je comprends, ou du travail du bureau de projet, qui je comprends est la reddition de comptes ou le suivi du projet. De quelle manière ça se faisait, là, la reddition de comptes? La préparation des documents pour M. Malenfant? Ben, en fait, là, vous parlez de documents, juste peut-être nous expliquer un peu sous quelle forme ça prenait la reddition de comptes. Ben, en fait, moi, j'ai participé à la préparation de documents, M. le commissaire, pour lorsque M. Malenfant se présentait au comité directeur, donc, puis au conseil d'administration. Et de la façon dont ça se déroulait, c'est que, évidemment, parce que le calendrier était connu, là, on appelait ça des CD, des comités directeurs, puis des OCA pour le conseil d'administration. Donc, régulièrement, là, je dirais que ça venait au moins une fois aux 3 mois où est-ce qu'on se pointait là. On partait la mécanique. La mécanique étant la suivante, c'est que on commençait à documenter avec Annick dans le fond, le processus de commencer à monter. On appelait ça un deck. OK? Fouillez-moi d'où vient l'expression, là, mais on appelait ça comme ça. Donc, toute la préparation de documents pour M. Malenfant, on appelait ça un deck. Fait que là, il y avait un message qui était lancé à l'effet que là, on partait la préparation du deck. Fait que nous autres, on cumulait, Élodie cumulait au niveau de tous les coûts du projet dans ce deck-là, c'est ce qu'on présentait. Mais au niveau de l'histoire du projet, ce que M. Malenfant voulait retrouver dans ce qu'il allait présenter comme histoire, ben c'est lui qui nous disait ce qu'il voulait. Puis des fois, ben exemple, il pouvait, je sais pas moi, donner une commande à l'équipe responsable de la formation. Il disait, écoute, le CA m'a interpellé là-dessus, j'aimerais ça avoir une acétate là, qui explique le processus. Fait que des fois, la commande passait en direct, mais évidemment, Annick, chez nous, était au courant. Puis une fois qu'on recevait ça, ben, on préparait le document, Annick synthétisait ça, puis elle avait une capacité, Mme Rouleau, à synthétiser vraiment, puis d'une façon imagée, là, pour faciliter la compréhension au niveau soit des membres du CA ou des membres du CD, à bien comprendre. Donc, on préparait ce deck-là. On avait une première rencontre habituellement, M. le commissaire, avec M. Malenfant, où est-ce qu'on lui présentait, dans le fond, ce qu'on avait ramassé, ce qu'on avait synthétisé, etc. Souvent, quand j'allais au bureau de M. Malenfant pour présenter ce deck-là, Annick était souvent accompagnée de moi, Élodie Hudon aussi, pour le volet chiffres. Et là, on lui présentait ça. Et là, ben, on regardait ça ensemble. Puis là, ben, des fois, il y avait des commentaires. Puis il nous disait, ben là, je changerais cette façon-là de dire les choses, bon, etc. Fait que quand on revenait à nos bureaux, ben là, Annick procédait à ces modifications-là parce que souvent, pas souvent, tout le temps, il fallait lui remettre ce document-là parce que là, après ça, l'autre étape, c'est que lui, il allait valider.
il y avait une statutaire avec Mme Tremblay, puis je pense qu'il lui présentait, là, moi je n'étais pas là, mais il lui présentait ça, puis des fois, quand il redescendait de là, des fois, il y avait des modifications, habituellement c'était assez mineur, là, mais on procédait à ces modifications-là, et une fois que le document était complété, ben là, on allait le présenter. Quand je dis on, c'est vraiment on exclut la personne qui parle. C'était, comme je vous dis, on était là pour supporter M. Malenfant, mais moi, j'ai souvent été au CD et au CA. CA un peu moins. Je vous le dis, M. le commissaire, j'étais pas habile dans ce niveau-là. Ça me stressait. Je perdais mes mots, je n'étais pas bon. Fait qu'à un moment donné, par respect, je pense, pour moi, on m'a pas dit on va t'enlever de là, mais moi, ça faisait mon affaire. Je pense que la technique veut arranger quelque chose, là. Non. Il faut que je me rapproche. OK. C'est parfait. Ils vont vous arranger ça. Vous en posez des professionnels. Aviez-vous terminé votre... Ben, je voulais juste dire, j'étais souvent, évidemment, accompagné de Mme Caroline Foldaisbusque. Donc, écoutez, je pense que Carl prenait le crachoir, là, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais il volait pas la parole à personne, mais je veux dire, c'est lui, là, dans sa tête, il était toute son histoire était puis c'est lui qui faisait pratiquement toute la présentation. On va en afficher un à l'écran. Ce que vous appelez le deck ou les tableaux de bord. Le Y29, celui du 1er juillet 2017. Donc, on est au tout début du projet. Ils ont tous été déposés en bloc. Fait que ça va être quoi le numéro de la pièce? Le numéro de la pièce... C'est 41 P244. Donc, c'est une des deux pièces là, dont vous parliez. 41 P244, mais une présentation sur laquelle il n'y a pas d'objection, celle du 11 juillet 2017. Ah, on l'avait au tableau. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran? Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence quand vous parlez des decks ou des tableaux de suivi? Oui, exactement, oui. Est-ce qu'on pourrait aller à la page 8 du document? Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on voit au tableau, des pastilles de couleurs, les colonnes, brièvement, qu'on puisse interpréter ce tableau de bord-là? Oui, en fait, l'idée en arrière de ce tableau-là, c'était de permettre aux gens à qui on le présentait d'avoir comme un peu un aperçu sommaire en termes de couleurs, de pastilles, pour voir comment le projet, s'il y avait des éléments à surveiller, à titre d'exemple, qu'on mettait en jaune. Quand c'était vert, on considérait que c'était correct. Pardon. Quand c'était jaune, ben, c'était à surveiller. C'est qu'à ce moment-là, M. Malenfant venait indiquer souvent en quoi ça concernait, qu'est-ce que concernait le losange. Puis en rouge, ben là, c'était plus alarmant, là. En fait, on avait deux types d'indicateurs en rouge. Vraiment, un carré rouge, c'est un élément pour lequel c'était un problème sérieux, pour lequel il fallait prendre action, mais qu'on n'avait pas de plan d'action de prévu. Ou encore le carré rouge ouvert, là, si je peux m'exprimer ainsi, où est-ce que c'était quand même un élément à surveiller sérieusement, mais pour lequel on avait mis en place un plan d'action. Et là, on voit différents éléments à gauche au niveau de la livraison. Donc, puis il y a eu différentes versions, là, je dois dire, là, de ce tableau-là, là, mais l'idée en arrière de ce tableau-là était celle-là. Puis pouvez-vous vraiment très brièvement nous expliquer un peu les colonnes qu'on voit, le IPD, IPC, portée, risque bloquant? Oui, en fait, l'IPC et l'IPD, ce sont des mesures, là, je ne suis pas un spécialiste là, au niveau. M. Mercier pourrait probablement plus vous expliquer, mais l'idée en arrière d'un IPC puis d'un IPD, c'est de mesurer. On appelle ça l'indice de performance de délai dans le cas du premier indicateur, et dans le second, un indicateur de performance de coût.
Et un indicateur en bas de 1 indique, si je prends au niveau des délais, un début. On n'est pas là où on voulait être, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, ben, je vais finir. Puis au niveau de, si on a un IPD au-dessus de 1, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'on a accompli plus d'éléments que ce qu'on avait prévu. Puis vous comprendrez qu'au niveau de l'IPC, ben, c'est un peu la même logique au niveau des coûts. Si on est en bas de 1, ben, ça nous a coûté plus cher que ce qu'on avait prévu. Puis si on est au-dessus de 1, ben, à ce moment-là, ça nous a coûté moins cher que ce qu'on prévoyait. C'est un calcul basé sur la valeur acquise, mais là, moi, c'est rendu là, je ne suis pas capable de vous expliquer le calcul savant qu'il y a en arrière de ça, mais l'idée de ces deux indicateurs-là était ça. Mais je comprends donc que c'est un calcul objectif. Là, on voit 0,93 ou 1,04. Oui. Il y a Oui, une méthodologie derrière ça. Oui, exactement. En fait, ben, l'autre indicateur, c'était sur le respect de la portée. Est-ce qu'on était toujours dans la portée qui était prévue au niveau du lot? Même chose au niveau des ressources humaines, parce qu'on va assurément voir tantôt qu'à un moment donné, il y a eu des problématiques là, à cet égard-là. Au niveau des risques, parce qu'on procédait à des analyses de risques de façon récurrente, où est-ce que je dirais à peu près à tous les 6 mois, on avait un expert là, qui venait, moi, de mon... J'appelle ça ma base, là, ce qui était hors CASA. J'avais quand même du personnel d'attitré dans ma direction générale. On identifiait des bloquants. Donc, je pense qu'on va le voir un peu plus loin. Et les bénéfices, ben, c'était de s'assurer. On avait aussi un expert, là, Daniel, bref, son nom m'échappe, mais qui s'assurait avec la vice-présidence aux finances d'actualiser les bénéfices. Et dans le fond, l'indicateur qui était là, c'était toujours de s'assurer que les bénéfices qui étaient attendus du projet, ce qui était toujours au rendez-vous. Et finalement, la gestion de l'entente au niveau de l'entente de l'eau puis du contrat. Du contrat avec l'Alliance. Oui, tout à fait. Oui. Et donc là, je comprends qu'on est au tout début du projet, ça va bien, tout est en vert à peu près. Là. Ben, il y a quand même 3 bloquants. Est-ce qu'on peut aller à la page 10 du document? Donc, on voit ici, puis peut-être qu'on peut reculer le zoom pour qu'on voit l'ensemble du document, de la page. Donc, je comprends qu'ici, puis là, corrigez-moi si je me trompe, on voit un suivi budgétaire du projet en entier, là, de CASA. Oui. Et est-ce exact que le projet comprend à la fois des coûts de l'Alliance, mais aussi les coûts internes à la SAC? Oui, tout à fait, parce qu'on est en fait, si je parle trop, vous me direz, là, mais on est dans une optique de partage de risques. Donc, effectivement, là, il y a une notion là, de bien comptabiliser les coûts de la SAC versus les coûts de l'Alliance. Donc, ce qu'on voit au bas de la page, le 375 millions, c'est le coût initial du projet CASA pour son développement, à la fois les coûts internes et les coûts externes. Je comprends bien le tableau? Oui. Je veux juste m'assurer. Parce qu'il y avait des services professionnels, mais là, je n'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y avait de l'infrastructure qui était là-dedans? Oui, là. Oui, effectivement, oui. On peut se diriger à la page 17. Parce qu'on voit une autre façon de présenter des coûts. Puis là, corrigez-moi si mon interprétation du tableau est mauvaise, mais là, ce que je comprends, c'est qu'on présente non pas les coûts du projet, mais les coûts du contrat avec l'Alliance. Est-ce que je comprends bien? C'est exact, oui. Donc, on voit dans la première colonne, le projet, il y a presque 250 millions qui est les coûts, la contribution de l'Alliance au projet. Oui. Et la colonne ensuite récurrence, encore là, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a 208 millions du contrat avec l'Alliance qui était prévu pour de la récurrence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la récurrence? Ben moi, écoutez, c'est loin, là, mais de ce que j'en comprends, je crois que c'était les années 5 à 10. Là. Dans le fond,
c'est qu'au terme d'une livraison, il était prévu au contrat là, qu'on puisse, c'était déjà prévu là, qu'on soit accompagné encore durant une certaine, en fait, c'était durant 5 ans. Au total, là, pour le suivi, pour l'aide au niveau de post-implantation, ce que j'appellerais. Là. Parfait. Et maintenant, peut-être terminer avec la page 31 de ce document. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit là, au niveau de la diapositive, les risques arrimés au cadre de l'entreprise? Qu'est-ce que c'est là, ces mesures de risque? Écoutez, arrimé au cadre de l'entreprise, je suis pas convaincu parce que ça, on est au début, là, en 2017, si je me trompe. Ouais. En fait, je peux vous expliquer l'idée en arrière d'une analyse de risque, là, c'est qu'on analyse sur certains points, là, il y a une grille de prévu à cet égard-là. C'est peut-être là l'expression qui était arrimée au cadre de l'entreprise, dans lequel on invite les participants pour soit un item financier ou un item d'enjeu de ressources humaines à identifier un risque, qu'on dit un risque brut. Là. Puis ça, souvent, notre expert nous reprenait là, parce qu'on disait, ben non, je pense pas qu'on a de risque à cet égard-là parce que on a des ressources en place. Puis là, il nous reprenait, il dit, non, 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 ça fait pas ça. Là. C'est un risque brut que je veux. Puis après ça, tu évaluais une probabilité si ça arrivait. Puis ça donnait un risque là, qu'on trouvait là, au niveau d'un risque résiduel, là, à savoir si c'était vert, un risque faible, moyen ou rouge. Et évidemment, suivait de ça des mesures de mitigation pour atténuer le risque. Là. Donc, c'était un peu l'essence là, de l'exercice qu'on faisait. Est-ce que je comprends de ce tableau-là? Là, on voit à gauche là, des niveaux, quels seraient les impacts sûrs, puis là, on voit 4 niveaux là, d'impact. Je comprends qu'à ce moment-là, en début de projet, on identifie qu'un impact important, là, si on va ensuite dans la colonne finance, un impact important serait un coût qui augmente de plus de 22 millions du projet. Ça, à ce moment-là, on estime que c'est un impact important pour la société. Même chose, les bénéfices diminuent de plus de 22 millions où le taux de rendement est inférieur à 8,5 %. Est-ce que je comprends que ça, on estime à ce moment-là que si ça se produit, ça a un impact de niveau 4, là, où je présume, il n'y a pas de terme, là, mais important sur la société? Oui, c'est exactement ça. Puis je pense qu'on réfère à arrimer au cadre de l'entreprise, là, ce que vous voyez dans le bas, là, ça vient, ça, de la société. Si on revient de manière plus générale, donc vous avez dit au début du projet en 2017, est-ce que je comprends qu'en 2017, au niveau, on n'est pas obligé de passer à travers toutes les présentations, mais est-ce que je comprends qu'en 2017, le projet se déroule relativement bien, selon votre souvenir? Bien, selon mon souvenir, parce qu'en 2017, là, il y avait comme deux projets, deux livraisons là, qui étaient, je crois que la livraison 2 a débuté en octobre 2017, si ma mémoire est bonne, là, mais en tout cas, la livraison 1, je vous dirais oui, ça a bien été. La livraison 2, ce qu'il faut comprendre, Monsieur le commissaire, dans chacun des livraisons, les livraisons étaient décortiquées par lot de travail. Je pense que la livraison 2, ça débutait au lot 8, si je ne m'abuse. Là. Je ne veux pas vous endormir avec les lots, là, mais il y avait une série de lots là, que dans la soumission, dans le fond de l'Alliance, qui est le découpage du projet avait été dans la soumission de l'Alliance. Et dans chacun de ces étapes-là, dans chacun des lots, il y avait 2 phases, une phase de conception puis une phase de réalisation. Dans mes termes à moi, la phase de conception permet de vérifier ce qu'il y a disponible, les éléments à clarifier pour ensuite tomber dans un mode de réalisation. Et le souvenir que j'ai lorsque le lot 8 a débuté, donc le lot 8 était dédié à la conception de la livraison 2, ben déjà, il y a des éléments là, qui ressortent, là, et je ne les ai pas tous. On peut peut-être les voir avec vos tableaux, on va peut-être y aller par étapes. Donc, si on peut montrer le tableau du 27 février 2018.
Quelle pièce? Toujours la même pièce, on est dans Y, Toujours la même pièce, la pièce 41P 244. Parce que, effectivement, ça va aider le sténographe judiciaire éventuellement de. Vous avez tout à fait raison de me le rappeler, d'avoir les M. le bonnes commissaire. pièces, là. Donc, on est au 27 février 2018. Si on peut se rendre à la page 12. On voit qu'on traite là, maintenant de la livraison 2. Puis peut-être vous pouvez, en fait, on voit le titre, là, la complexité associée à la documentation des règles d'affaires nécessite un ajustement à la stratégie des lots 8 et 9, là, donc un des lots auxquels vous faisiez référence. Est-ce que vous avez souvenir de quel est le problème à ce moment-là avec les règles d'affaires? Écoutez, précisément, non, mais je peux vous dire qu'il y avait une problématique à cet égard-là. Je crois que la documentation était... Je pense qu'il y avait même des éléments de documentation par rapport aux règles d'affaires qui n'étaient pas documentés. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une règle d'affaires non documentée, là, est-ce que vous vous souvenez? Bien, une règle d'affaires, ça vient décrire, dans le fond, un processus. Évidemment, un PGI étant basé sur des processus, ben, on ne pouvait pas débuter là, avec des règles d'affaires qui n'étaient pas documentées. Bien, évidemment, on ne pouvait pas tomber en mode réalisation. Là. Quand je vous expliquais le lot 8 qui était un mode de conception, puis après ça, les modes, on tombait plus en réalisation. Bien, il fallait avoir complété ces étapes-là là, pour pouvoir tomber en réalisation. Maintenant, à cet égard-là, je sais qu'il y avait eu une équipe de constituée dans le volet des affaires là, qui était hors CASA pour venir nous aider à documenter ces règles d'affaires-là. Et dernier point que je me souviens sur les règles d'affaires, c'est qu'à un moment donné, plus tard, je crois en juin 2018, où est-ce qu'on va débuter le lot 9, et on a ouvert le lot 9, qui est le mode réalisation, sur la base qu'il y a certaines équipes dont les règles d'affaires étaient plus avancées que d'autres. Donc, c'est le souvenir que j'ai. On peut aller voir la page 18. En fait, là, peut-être à la page 32 en premier, pardon, de ce document-là. Donc, si on descend un peu, on voit là, ici, que parmi les bloquants, c'est à ça que vous faites référence, le 27 février 2018, complexité des règles d'affaires et ajustement au plan global de la livraison 2. Donc, je comprends que vous identifiez comme un bloquant au projet le fait qu'on a un problème de documentation des règles d'affaires. C'est exact? Ben, je le reformulerai peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on l'identifie comme un bloquant, mais comme quelque chose de, comme quelque chose de préoccupant. Là. Et d'ailleurs, on voit à droite là, un plan d'action en place, analyse d'impact en cours. Hein. Est-ce qu'on peut se rendre à la page 18 du document? Si on peut descendre un peu, donc on voit ici, bon, pour la livraison 1, je comprends que globalement encore, la situation est sous contrôle. C'est bien ce que je comprends avec vos voyants. Oui. Et là, on arrive à la livraison 2, et là, on voit ici l'apparition de voyants rouges, donc reliés, là, je présume, à ce dont vous aviez fait référence. C'est exact? Oui, c'est exact. Pourquoi, comment on fait pour mettre des voyants là, dans l'indice de délai et l'indice de coût? Puis là, on voit en planif, là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, là, parce que vous avez expliqué les chiffres ou les mathématiques brièvement sur les voyants en haut. Là, pourquoi on met des voyants puis on n'a pas d'indice de délai ou de coût? Je me souviens pas. Moi, ce que je dirais, c'est que possiblement que le lot 8 prenait du retard de mémoire, puis je pense qu'à un moment donné, on n'était plus en mesure d'avoir la capacité d'évaluer
son ampleur compte tenu entre autres des règles d'affaires, mais j'avais également pris en note, c'est peut-être pas au début, mais il y avait des lettres aussi, je me souviens, là, ça m'est revenu à l'esprit. Il y avait beaucoup de communication. La SAC faisait beaucoup de communication avec ses clientèles, des types de documents, tantôt légaux, tantôt pour aviser un conducteur, bref. Il y en avait une panoplie. Là. Je ne me souviens pas du nom, mais c'était très, très considérable. On pourra y revenir tout à l'heure, effectivement, si vous le souhaitez. Ouais. Pardon? On pourra y revenir, effectivement, à la question des lettres. OK, parfait. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un membre de la direction modifie vos pastilles de couleurs là, que vous inscrivez au tableau? Quand vous référez à un membre de la haute direction? Oui, quelqu'un supérieur à vous dans la hiérarchie. Si vous allez, je ne sais pas si c'est peut-être pas à ce niveau-là. Il y avait les indicateurs qu'on voit, mais il y avait ce qu'on appelait, pardon, il y avait un indicateur qu'on appelait une évaluation globale, là, si ma mémoire est bonne. Appréciation globale, je crois. Si on recule un peu, encore une fois, le zoom, on pourrait peut-être le voir. Toujours sur la même page, oui. Donc, on voit les indicateurs dans le tableau, mais j'amène votre attention sur la ligne grise là, au niveau de l'appréciation globale. C'est arrivé à certaines occasions où j'ai eu des discussions, comment dire, sans dire un désaccord, mais mettons, moi je proposais jaune pour l'appréciation globale, puis des fois Carl amenait des éléments qui faisaient que la couleur pouvait changer. Mais pas au niveau des indicateurs dans le bas, là. C'est plus au niveau de l'appréciation globale là, de mémoire que ça pouvait arriver. J'aimerais qu'on montre au témoin en parallèle là, de ce tableau-là, une version antérieure de ce tableau-là, donc toujours dans la pièce 41P244, la version du 19 février 2018 à 9h18. Et si on peut la mettre côte à côte avec le tableau qu'on vient de voir. C'est la page 8 là, du fichier, du nouveau fichier. Donc, on voit sur l'écran de droite une version antérieure là, de ce tableau-là qui aurait été préparé par Annick Rouleau. Et à gauche, là, le tableau final issu d'une rencontre entre vous, M. Malenfant, Mme Hudon-Chabot et Mme Rouleau. Ces deux versions-là, je veux vous permettre de commenter parce que je trouve que c'est frappant la différence entre la première version du tableau puis celle où, qui finit par être produit. Est-ce que vous vous rappelez, là, en début de 2018, pourquoi Mme Rouleau prépare un tableau qu'on voit à droite où il y a beaucoup de voyants rouges, jaunes, puis finalement, le tableau final finit par être, en tout cas, plus positif? Malheureusement, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, monsieur. Vous n'avez pas de souvenir de cet événement-là? Non. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, là, on le voit, là, mais je ne suis pas en mesure d'expliquer pourquoi on a procédé à ces changements-là. Puis est-ce que c'était fréquent que Mme Rouleau arrive avec un projet, puis que du départ jusqu'à la fin, il y ait beaucoup de modifications entre le projet initial puis la version finale? Ben, écoutez, je vous disais tantôt que je n'avais pas souvenir qu'il y avait des modifications dans le tableau, puis là, j'en vois. Là. Ça fait qu'à quelle fréquence c'est arrivé, j'aurais de la difficulté à vous le dire. Vous n'avez pas de souvenir? C'est pas juste l'encadré gris. Là. Ben non, c'est ce qu'on voit, là, effectivement. Mais là, je fais appel à votre souvenir, là, mais vous n'avez pas de souvenir particulier d'événements comme ça? Non. On peut maintenant aller à la version de mai 2018 de ce tableau-là, donc toujours dans la même pièce 41P244. La présentation du 15 mai 2018. Et on peut commencer par la page 8 où on voit les pastilles pour qu'on se donne une idée de l'allure du projet en mai 2018.
Donc, si je comprends bien, on identifie encore qu'au niveau des délais et des coûts, au niveau de la livraison 2, là, il y a toujours un souci à ce niveau-là. C'est bien exact? Oui. Puis si on va à la page suivante, est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence tout à l'heure? Là, encore là, c'est un peu trop zoomé, mais au niveau là, de la première ligne, l'échéance, plan de mitigation par l'introduction d'un parallélisme entre la phase de conception et la phase de réalisation pour chaque grande famille de processus. Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence quand vous nous disiez, ben là, on a commencé à faire de la réalisation en même temps qu'on faisait de la conception? Est-ce que c'est ça que vous nous mentionniez tout à l'heure? Vous êtes à quelle date? La première ligne. La L2, échéance, puis regardez complètement là, dans le Plan de médication. plan de médication pour l'introduction. Oui, excusez. Oui, exact. Ou se chevaucher en même temps de la conception et de la réalisation. Exact. Et à la page 20 de ce document-là, ça va peut-être vous permettre de compléter votre réponse. On parle des communications écrites. Donc, on voit un voyant ici rouge. Le projet s'appuie sur les meilleures pratiques en matière de conception de communication écrite et on lit un total de 2535 lettres sont à réviser. L'objectif est de livrer 335 lettres considérées critiques pour le 13 juillet. Le plan de projet sera révisé vers mi-mai lorsque la vélocité réelle du cycle de rédaction sera connue. Qu'est-ce que vous vous souvenez là, sur cet enjeu-là des lettres qui devaient être produites? En fait, il y avait une quantité énorme de lettres à réviser. Je ne suis pas sûr non plus qu'on était en mesure de... En fait, l'idée, c'était de réduire ce nombre-là. Puis je ne suis pas sûr que le nombre de lettres était statique dans le temps non plus. C'est flou, mais je vous dirais que c'était... Moi, écoutez, quand je me suis préparé... j'avais les règles d'affaires en tête, puis j'avais les lettres. Là. Ça fait que c'est ce que je me souviens. Là. Je pense qu'il y avait également un problème, pas un problème, mais ce qui était surveillé, c'était toute la conversion des données. Là. On s'apercevait qu'il y avait un nombre énorme là, de données à convertir. Puis je vous dis ça de mémoire, là, mais j'ai souvent entendu parler à un moment donné d'une fermeture lors de l'implantation du style 33 jours, là. Pour pouvoir permettre la mise en production, pour laisser toute la conversion migrer la conversion des données là, en production. Écoutez, c'est le souvenir que j'ai. Vous avez une bonne mémoire. On peut aller à la page 24 du document, là, où on voit ce à quoi vous faites référence aussi, le problème de conversion des données. Donc, la conversion des données nécessite certaines décisions de la part des lignes d'affaires relativement à l'historique des données à conserver. Avez-vous d'autres détails sur quel était le problème? Là? Vous avez parlé de la quantité. Est-ce que c'est possible, dans le fond, qu'on ait réalisé à ce moment-là qu'il y avait beaucoup plus de données à convertir que ce qu'on avait prévu initialement? Je crois que c'est ça, mais je ne pourrais pas vous l'affirmer, vous le garantir. Là. Je suis désolé, monsieur le commissaire, ma mémoire fait défaut. Mais je me souvenais qu'il y avait une problématique là. Qu'on peut descendre un peu la page ou à la page suivante. Au bas de la... excusez-moi un petit instant, je ne suis pas à la bonne page. Ah, c'est à la page 26. Là, on voit, ça faisait référence, le 33 jours ou de fermeture. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le souvenir que vous avez de ce qui est une approche Big Bang, on voit là, dans la reddition de compte, projection de la période de fermeture selon une approche de type Big Bang. Avez-vous un souvenir de ce projet-là au niveau de la conversion des données? Malheureusement, non. Mais il me semble dans les projets de l'utilisation du terme Big Bang, on livre tout en même temps d'un coup. C'est le souvenir que j'ai. Plutôt que de faire des livraisons
J'appellerais ça des livraisons progressives, parce que j'ai déjà vu des projets qui fonctionnaient comme ça. Je pense qu'ici, on réfère à une livraison, là, on livre tout d'un coup. C'est le souvenir que j'ai, mais je me trompe peut-être. Et pour terminer sur cette présentation-là, la page 59, en fait, je vais vous poser la question, si vous avez des souvenirs par rapport à ça, de l'existence d'une réserve pour des travaux additionnels. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un budget qui existait dans le cadre du projet qu'on pouvait utiliser pour des travaux additionnels? Oui, c'était dans le contrat de mémoire. C'était de l'ordre de 46 à 50 millions dans ces eaux-là. Si ma mémoire est bonne, ça serait ça. Puis à la page 59, on voit là, un tableau avec l'utilisation des réserves. Puis je veux juste être sûr de comprendre. Là, on voit les premières lignes, mise en œuvre du processus de gestion des ressources humaines, mise en œuvre du processus de contrôle routier. Est-ce que vous vous souvenez, ça, si c'était des ajouts au projet initial de la gestion des ressources humaines ou le contrôle routier? Avez-vous des souvenirs de ça? Non, je n'ai pas souvenir de ça, mais par logique, si on le voit là, d'après moi, c'était pas prévu. Là. Et donc, là, si je comprends bien ce tableau-là, est-ce que c'est possible qu'il y avait à peu près 16 millions déjà d'engagés pour des travaux additionnels à ce moment-là, là, en mai 2018? C'est ce que je comprends. On peut peut-être aller à la présentation du 16 octobre 2018, toujours dans la pièce 41P244. À la page 8, on va rester dans les pastilles de couleurs. Oh, vous avez dépassé la page 8. La précédente, oui, voilà ici. Ici, on voit que pour la livraison 2, en fait, il n'y a plus de pastilles de couleurs. On est en planification. Est-ce que vous avez souvenir pourquoi, à un certain point dans la reddition de compte, on ne fait plus d'analyse des coûts, des délais, des risques, des bloquants? Là, c'est la présentation d'octobre 2018. Écoutez, j'ai pas souvenir précisément, mais c'est clair que à ce stade-là, au niveau de... Bon, il n'est pas détaillé là, par phase, là, mais moi, je vous résumerai, Monsieur le commissaire, la livraison 2, elle a parti de façon un peu chaoteuse, puis on a traîné ça, là. Écoutez, c'est ce qui va nous amener à la médiation, là. Ça fait que c'est pas... on part de 2017, la médiation s'est réalisée en septembre 2020. Ça fait que on peut, malheureusement, puis je veux pas... je veux pas vous brusquer, là. C'est de loin de là mon intention, mais on peut regarder toutes les decks, là. On va en arriver à ça, là. C'est rendu au mois de septembre 2020, là, on s'en va en médiation. Donc, on va en arriver, puis effectivement, on peut peut-être y aller plus avec vos souvenirs qu'avec les présentations. Votre souvenir, c'est que dès le départ, en 2018, donc dès le départ de la livraison 2, pour reprendre vos mots, c'est chaotique dès le début, là, c'est ce que je comprends. Oui. Oui, allez-y. OK. Tu sais, je dis chaotique, je veux pas... Pour moi, il y avait des éléments que je voyais qui ne fonctionnaient pas, mais en même temps, moi, j'avais jamais participé à un projet de cette ampleur-là. Est-ce que c'est normal de subir de ces éléments-là en cours de projet? Mais j'ai peut-être tort de penser, quand ça devient de plus en plus chaotique, c'est pas important, là, la reddition de compte, vraiment, pour qu'on ait effectivement, que ça le dise en termes de reddition de compte que ça va pas bien. Là, puis que Oui, vous avez raison, Monsieur le commissaire, mais là, on regarde, c'est sûr qu'on focus sur les indicateurs. Là, OK, je suis d'accord, là, quand on regarde ça, ça n'a pas de bon sens. Je vous l'ai dit, il y avait des éléments, il y avait des problèmes. Là. Mais si on regarde, puis là, c'est peut-être pas moi qui est la bonne personne, mais moi, je me souviens que quand... vous étiez là, puis je veux votre input là-dessus. Bon, alors, quand M. Malenfant présentait ça, quand je vous parlais d'une histoire, là,
il venait expliquer, bon, peut-être que les indicateurs, quand on les prend purs comme ça nous incite à dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, comment ça qu'ils ont continué cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Bon, mais il y avait des problèmes, mais il ne cachait pas, M. Malenfant, les problèmes. Quand que les decks, là, souvent, je vous le dis, là, ça avait 30, 40 pages d'épaisseur. Là. On passait ça là, au niveau du comité directeur puis du conseil d'administration. Puis si les gens avaient des questions, ben ils répondaient. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des explications en arrière de ça. Et M. Malenfant, écoutez, c'est un homme d'expérience. Là. C'est quelqu'un qui a fait des projets d'envergure chez Hydro-Québec, chez Rio Tinto. Puis on le voyait, là. Il sait de quoi il parle. M. Malenfant, il peut aussi bien parler à un spécialiste en sécurité qu'un gars en architecture, il est capable de le suivre, là, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est un gars qui connaissait ça. Ça fait que, je pense qu'il venait expliquer, puis pas nuancer, mais rassurer à certains égards les membres. Pas rassurer dans un sens de compter des balivernes, mais c'est parce que je comprends là, qu'on regarde les indicateurs, mais je pense qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas suffisants. C'est ce que je me permettrais de dire là, à ce stade-ci. C'est important de rajouter votre vécu à ce qu'on voit. Et donc, je comprends que dès le début, vous dites c'est connu que la livraison 2, ça n'a jamais bien été, et que tout le monde était au courant, que ce n'était pas caché, là, même si effectivement, on ne voit pas de voyant là. Tout le monde savait ou en discutait que c'était une livraison qui était problématique. Oui. Oui. Et que M. Malenfant, dans les discussions qu'il y avait avec tout le monde, était transparent sur le fait que c'était une livraison qui était difficile. Oui, moi, c'est le souvenir que j'ai, oui. Est-ce exact de dire que M. Malenfant est quand même un optimiste de nature? Oui, c'est vrai, mais optimiste, pas dans le sens d'un nuage. Pour lui, un problème, c'est un défi, puis il aime les défis, puis habituellement, il réussit à les surpasser, ces défis-là. Fait que, je ne sais pas si on peut appeler ça optimiste, là, mais si c'est ça, je dirais oui. Est-ce qu'on peut présenter la présentation de mars 2019? Puis encore là, je vais faire appel à votre mémoire. Si vous vous en souvenez plus, il n'y a pas de problème. Donc, 19 mars 2019, toujours dans la pièce 41 P244. On voit à la page 3, on peut peut-être la passer rapidement, là, mais on voit à la page 3 qu'au niveau de la livraison 2, les voyants apparaissent et ce que je comprends, ben là, on n'est plus dans un portrait positif. Est-ce que c'est une bonne interprétation de ces indicateurs-là? Ben, c'est ce que je vois. Là. En fait, c'en est une. Il y a des indicateurs, c'est pas tout ouvert. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on a entendu ça, là, que tout était ouvert tout le temps. C'est pas ça que je vois là, en tout cas. À la page 5, on parle de la Tiger Team. Est-ce que vous avez souvenir dans votre édition de compte là, à quoi ça faisait référence, la Tiger Team? J'y vais de mémoire, là, mais je pense que là, on se rendait compte du côté de l'Alliance qu'il avait vraiment sous-estimé l'ampleur. C'était pas une verticale d'entreprise, là, la livraison 2, contrairement à la livraison 1, qui est du back-office. C'est assez simple à faire en termes de PGI. Mais en livraison 2, on n'était pas dans une verticale d'entreprise et je pense que là, ils se sont rendus compte que à la fois sur le nombre de RICEF, là, je pense que vous avez entendu parler des RICEF, que sur la complexité de ces RICEF-là, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient manqué leur coup. Et le Tiger Team, c'est une équipe de spécialistes qui sont venus carrément s'installer dans nos locaux pour tout réévaluer la complexité de la solution, le nombre de RICEF, répartir le nombre de RICEF sur certains étaient très complexes, d'autres très simples. Donc, tout faire cet exercice-là, ils sont venus justement, là, c'est un exercice qui a duré quand même
un bon bout de temps. D'ailleurs, M. Mercier, dont je parlais tantôt quand je référais à de l'expertise, M. le commissaire, a participé à ces travaux-là avec le Tiger Team pour s'approprier, dans le fond, les calculs, les métriques d'évaluation que le Tiger Team était venu faire. Et est-ce que c'est ça auquel vous faisiez référence? Là, vous disiez l'Alliance avait sous-estimé la complexité ou les heures. On voit qu'à cause de l'écart, l'utilisation de métriques d'évaluation des développements et des analyses fonctionnelles avec les standards de l'industrie et non en fonction de la situation réelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez entendu ou qui a fait ce résumé-là ou cette analyse-là là, de pourquoi il manquait 800 000 heures, quelles en étaient les causes? Ben, je pense que c'est le Tiger Team qui est arrivé à ces conclusions-là. Mais vous, personnellement, vous n'en avez pas de souvenir? Non. À la page 7, on voit la reddition de compte au niveau des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux au niveau des ressources humaines là, à ce moment-là dans le projet? Si je comprends bien le tableau, on voit qu'il y a 120, ce que je comprends bien, qu'il y a 124 postes vacants à ce moment-là dans le projet là, selon différentes catégories. C'est bien ce que je comprends du tableau? Oui, exact, oui. Et c'est sur une équipe d'à peu près combien le projet? Avez-vous un souvenir? Là, on est en 2019. Oui. Je vous dirais qu'on devait être à peu près 400, là, mais peut-être que je me trompe. Donc, 124 postes libres sur à peu près une équipe de 400. Là. Mm. Et est-ce que vous assistiez, vous, à des problèmes que ça pouvait causer? Vous impliqué dans ce problème-là des ressources humaines? Quels souvenirs vous en avez? Non, j'étais pas impliqué. J'étais pas impliqué. Il fallait... on tenait un registre, là, comme il est présenté là. Puis, il y avait des... je sais que la société, à un moment donné, avait fait appel là, à promouvoir des postes, là, justement, pour essayer de recruter des gens dans les universités, pour essayer de combler les postes manquants. Puis, évidemment, il y avait une surveillance du côté de l'Alliance là, pour s'assurer là, du suivi des ressources manquantes. Là. Puis, à la page 12, on revient sur le 800 000 heures. Est-ce que vous diriez que sur le projet, là, vous avez peut-être une meilleure vision que nous, le 800 000 heures supplémentaires, est-ce que c'est mineur, majeur, important, là, juste qu'on ait une idée un peu en termes qualitatifs, là, 800 000 heures, est-ce que c'est un... De mémoire, je pense que c'est assez important. C'est assez important. Oui. Et là, ici, on voit les coûts, ce que je comprends être comment seront supportés ce 800 000 heures supplémentaires par rapport à la proposition initiale. Ce que je comprends, il y en a 22 millions de dollars qui vont être absorbés par l'Alliance et 29,1 millions qui vont être absorbés par la SAC, si je comprends bien le tableau. Qui prend ces décisions-là là, relativement à qui va absorber la facture de ces 800 000 heures-là? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. En tout cas, c'est assurément pas à mon niveau. C'est pas à votre niveau que ça se décide. Est-ce que c'est sous votre direction, quelqu'un sous votre direction qui décide comment qui négocie ou comment on va répartir là, des heures supplémentaires par rapport à l'estimé initial? J'imagine que c'est des discussions au niveau du chef de projet et de son vis-à-vis de l'Alliance. Donc, ça se passe au-dessus de vous, c'est ça que je veux dire. C'est pas Madame, parce que j'avais parlé de Mme Hudon-Chabot tout à l'heure. Est-ce que ça peut être elle qui négocie avec l'Alliance là, cette répartition-là des heures? Non, je ne croirais pas. Donc, vous dites probablement le chef de projet ou en tout cas dans la haute direction de la SAC. Oui. Bon, on parle de millions de dollars. Là. Effectivement, mais juste pour notre bénéfice, on ne sait pas tous quelle était votre marge de manœuvre au niveau de négociation. Je ne pense pas que j'avais cette marge-là. Non, je ne penserais pas. C'était pas à votre niveau. C'est très clair. Est-ce qu'on peut aller à la page 13 du document? Vous mettez juste un petit peu plus bas, qu'on voit la phrase à la fin au complet, vous mettez dans le tableau de reddition de compte, le contrat permet de couvrir les travaux supplémentaires et ne change pas de classement des fournisseurs dans le cadre de l'adjudication du contrat. Avez-vous souvenir de discussions là-dessus sur sur ce souci-là de ne pas changer
le classement des fournisseurs dans le cadre de l'adjudication du contrat? Il y a un mot que j'ai déjà entendu, là, c'était l'équité concurrentielle, mais là, peut-être que je mêle des pommes avec des tomates. Là. Je pense que l'équité concurrentielle visait à... Puis là, je vous le dis, c'est mon opinion, là, monsieur le commissaire, là, mais moi, de ce que je comprenais, c'est qu'il y avait des fournisseurs qui s'étaient classés. Ça fait que l'équité concurrentielle, c'est tant qu'on ne dépasse pas l'enveloppe du deuxième, on est correct. Je vais le dire dans mes mots, là, mais c'est... C'est ça le souvenir que vous avez de ces discussions-là. Là. Ben, j'ai pas participé à ces discussions-là, là, mais j'avais entendu ça. Est-ce qu'on peut aller à la présentation du 13 juin 2019, toujours la pièce 41P244? Je pense que c'est mon erreur, c'est le 18 juin 2019. Désolé, Madame la greffière adjointe. Effectivement, donc 18 juin 2019, donc toujours le tableau de suivi de projet, cette fois la version présentée au conseil d'administration. Est-ce qu'on peut aller à la page 4? On voit un suivi de la livraison 2, encore une fois avec les pastilles de couleur. La portée qui soutient les orientations d'affaires est intégrée dans la planification. La phase de conception est terminée. La phase de réalisation est en cours. Le nombre d'heures à faire convenu avec l'Alliance est plus grand que prévu, 800 000 heures. Et là, on voit une pastille verte. Avez-vous souvenir, c'était quoi l'ambiance à la SAQ sur ce... Parce que là, vous nous avez dit que c'est important, ou assez important, le 800 000 heures. Est-ce que c'était perçu comme un problème au niveau de la SAC? Parce que moi, je regarde le tableau puis je vois le voyant vert, c'est sûr que ça me suscite des questions. Alors, je fais référence à la mémoire de... J'essaie de me souvenir, là, mais non, je n'ai pas souvenir de ça. Là. Est-ce que c'était perçu comme un problème à ce moment-là, le 800 000 heures, au-delà de votre appréciation, que c'était assez important? Est-ce que les gens trouvaient que c'était un événement important ou majeur? Ben, au niveau du bureau de projet, on s'en parlait, mais de là à dire que les gens sur le plancher étaient au courant de ça, je ne suis pas sûr. Là. Je ne saurais répondre. Et même chose à la page 6. Vous êtes à la page 5, je crois. Page 6. On voit ici, au niveau financier, qu'il y a une révision budgétaire. On indique principalement due aux 800 000 heures. Est-ce que vous savez souvenir de cette révision du budget, là, où on passe d'un budget pour la livraison 2 initiale de 114 millions à 183 millions? Je n'ai pas souvenir, là, mais je pourrais comprendre pourquoi c'est arrivé compte tenu des problématiques qu'on a vues tantôt. Qu'on avait augmenté le budget à ce moment-là de la livraison 2, là, oui. De manière à l'œil à peu près 60 %. Là. Oui. Mais, écoutez, monsieur le commissaire, si je peux me permettre, moi, je vous mentionne des choses, là, mais... Puis vous le voyez, là, je commence à être inconfortable, là, dans le sens que je ne maîtrise pas ces chiffres-là. Ça fait que je peux vous dire, grosso modo, moi, ce que j'ai perçu de la livraison 2, mais quand on rentre dans ces détails-là, c'est pas que je vais être prudent ou sur mes gardes, mais je vous l'ai dit tantôt comment mon bureau fonctionnait, là, mon bureau de projet. Ça fait que, il y a peut-être, je suis peut-être pas la meilleure personne, je dirais. Et on vous donne les éléments que vous intégrez dans un tableau, là. C'est ça? Ben, en fait, c'est... Oui, exact. Alors, ces chiffres-là et tout ça, ça vient d'où, ça? Ça vient-tu directement de M. Malenfant? Ben non. Ce que je veux dire, c'est que ces chiffres-là, ils proviennent de toute la reddition de compte qu'Élodie Hudon-Chabot fait, là.
Donc, je comprends qu'au niveau budgétaire, financier... Là, si je peux allez-y. finir, c'est Oui, Philippe, après ça, il y a des décisions d'approbation de budget additionnel. Bien, ça, évidemment, c'est au niveau de M. Malenfant puis de son vis-à-vis, là. Mais tout, c'est pour parler là. Moi, je ne participe pas à ça, là. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, quand on tombe dans... Tu sais, je comprends tout le déroulement, là, si je peux m'exprimer ainsi, mais les négociations budgétaires... non, mais c'est important ce que vous dites. Quand vous dites « je vois ça », je ne suis pas pris part à ça, mais quand vous me dites « je ne suis pas surpris », ben c'est parce que vous avez vu des choses aussi, là. Oui, je comprends. Qu'il y avait des ratés qui manquaient de manpower, de travail. Il manquait, les heures avaient été sous-estimées, etc. Vous êtes à même de le constater, là. Oui, puis merci de le mentionner, Monsieur le commissaire. Puis, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, là, je ne vous l'ai pas caché, ça va nous mener ultimement là, à une médiation. Donc, c'est pas rien, là. Effectivement, juste peut-être pour clarifier donc votre rôle, je comprends que vous dites les décisions budgétaires ou le 800 000 $, ça se passe au-dessus de vous, mais qu'en dessous de vous, il y a Mme Hudon-Chabot qui, elle, est confortable avec, en tout cas, est la personne qui gère peut-être la mise en œuvre de ces décisions budgétaires. Est-ce que c'est exact? Oui, je vais vous reprendre, si vous le permettez. Là, je ne dis pas que Mme Hudon était à l'aise avec ça, mais c'était sa job de comptabiliser ça. Il y a une nuance. Bon, vous la comprenez, nuance. On lui demandera si elle vient devant la commission, mais je comprends effectivement. Donc, la mise en œuvre, elle est responsable de la mise en œuvre. Bien, elle est responsable, à titre de comptable, de s'assurer de concilier les chiffres. C'est ce qu'elle fait. Puis elle le fait très bien. On peut aller au 26 novembre 2019, puisque vous nous parlez de où tout ça va nous mener, à la page 13 du 26 novembre 2019. La page 13. On voit ici un indicateur rouge en cours processus de réconciliation des écarts. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est le concept d'écart ou le concept de réconciliation des écarts, à votre souvenir? On est à quelle date à ce moment-là? Là, on est au 26 novembre 2019. 26 novembre 2019, le Tiger Team est arrivé avant. On a parlé du Tiger Team tantôt. Là, je vous parlais des métriques, le nombre de RICF. Et là, l'évaluation des écarts, c'est par rapport à la soumission initiale. Là, dans le fond, le nombre de RICF qui avait été évalué. Et là, dans le fond, on entame un exercice. Et ça a été fait avec M. Mercier, si ma mémoire est bonne, et une équipe aux finances. Là, Annie, son nom m'échappe, là, Annie quelque chose. Et ça avait été, si ma mémoire est bonne, ça avait été dirigé par M. Frenette au niveau des finances pour documenter les écarts qu'on percevait, parce que là, on vient de le voir, là, c'était des écarts significatifs en termes de coûts. Et là, nous, on s'apprêtait à commencer à documenter ça pour s'en aller ultimement là, à essayer de s'entendre d'une part. Mais je pense qu'à cette étape-là, ah non, on n'est pas rendu là. À cette étape-là, l'idée, c'est de documenter les écarts. Est-ce que votre équipe participe à documenter qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pourquoi il y a des écarts entre, comme entre je les vous budgets dis, prévus? Juste peut-être apprécier un écart. Je comprends que c'est un écart entre le budget prévu puis ce que ça coûte, là. Entre autres, sur le nombre de RICF, la complexité des RICF, M. Mercier avait participé. Là, il y avait des éléments aussi, ça pouvait toucher aussi, je vous donne un exemple, on voulait faire un projet en mode agile, mais quand l'Alliance est arrivée, on n'était pas dans ce mode-là pantoute, là. Fait que, tu sais, c'est toute la documentation des écarts, c'est pas juste par rapport au RICF, là, c'est tous les éléments sur lesquels on n'était peut-être pas sur au même diapason avec l'Alliance. On vous parlait du mode agile. C'est peut-être un moment de faire une parenthèse là-dessus parce qu'on en parle dans cette présentation-là à la page 36.
j'ai vu un élément passer, Monsieur le commissaire, le partage de risques faisait partie aussi de ces éléments-là. L'Alliance, on l'a appliqué, le partage de risques, jusqu'au lot 9, si ma mémoire est bonne. Mais là, après, ça commence à être plus difficile. Pourquoi c'était plus difficile? En fait, la réconciliation des écarts, c'était ça. C'était d'essayer de tout mettre en lumière les éléments pour lesquels on ne s'entendait pas. Puis pourquoi c'était plus difficile? De mémoire, le lot 10, ça a été un lot, je dirais, critique, là, parce que rendu à une certaine étape du lot 10, il n'y a plus de budget. Là. On s'en va vers quelque chose. On a tout épuisé le budget de la livraison 2. Et là, ça entame d'autres éléments qui vont aboutir ultimement, ultimement, pas très longtemps après, là, à la médiation. Et le partage de risques, vous, quelle compréhension vous en aviez dans le cadre de votre travail du partage de risques? Moi, c'était la première fois là, que j'assistais là, à un concept du genre. De ce que j'en comprends, l'idée était de... Il y avait un concept de two in the box là, au niveau du projet CASA. Donc, c'était une façon de solidifier une gestion à deux plutôt que, mettons, la SAC qui dicte à son fournisseur quoi faire. C'était plus dans une optique de gestion conjointe et ultimement, parce que là, il y avait des règles, je pense que vous les avez faites expliquer, par Madeleine, je crois, Chagnon, la semaine passée. Donc, de solidifier les liens, puis d'essayer de provoquer, je dirais, une accélération des travaux, parce qu'on ne se le cachera pas, là, je vais le dire dans mes mots, et il y avait quand même une nanane intéressante pour l'Alliance si jamais elle réussissait à livrer tout ça en bas de son enveloppe de prix. Là. Fait que c'est un peu ma compréhension là, simplifiée, là, je dirais, du partage de risques. Puis, est-ce que c'était quoi votre compréhension là, dans votre travail de ce qui arrivait s'il y avait des dépassements de coûts? Est-ce que vous aviez une compréhension à ce moment-là de ce souci-là du partage de risques et des dépassements de coûts? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Est-ce que vous compreniez comment ça fonctionnait là, dans le cadre de votre édition de compte, dans le cadre de votre travail, s'il y avait des dépassements de coûts en lien avec la clause de partage de risque? Qui devait les subir? Qui s'occupait de ça? Non, c'est-à-dire qu'à votre compréhension, peut-être vous ne le savez pas, s'il y avait des dépassements de coûts, oui. OK, qui devait les assumer en fonction de la clause de partage de risque? Est-ce que c'est ça que vous avez posé Oui, comme question? effectivement, exactement ça. OK, excusez. Des fois, plus simple. Merci. je peux vous l'expliquer. Là, dans le fond, vous, c'est dans le fond, le concept de l'enveloppe d'appartage de risque. Hein? OK, bon. Il y avait une enveloppe qui... Je ne vous cacherai pas qu'il y en a qui sont venus nous dire, on entend là, des témoignages depuis le mois d'avril, là. Oui. Ben, le contrat, il est capé. Là, il est capé à 458 000 et ensuite de ça... Ben, millions, monsieur le commissaire. Pardon? Millions, monsieur le commissaire. 1 billion, oui, tout à fait. Puis, une fois que ça, l'argent, une fois que c'est l'Alliance qui l'assume, est-ce qu'on vous vendait ça aussi? En fait, la notion de partage de risque se voulait ça. Je ne vous le cacherai pas, ça se voulait. Mais c'est après ça, quand tu es dans l'application de ça avec ton client, c'est un... Comment je dirais ça? Il faut que je fasse attention à mes mots. C'est un beau concept. Et je pense que l'idée en arrière de ça, elle est brillante. Mais quand vient le temps de l'appliquer avec un fournisseur de cette ampleur-là, on tombe dans quelque chose de moins évident. On a réussi, j'ai vraiment mémoire qu'on l'ait appliqué à aller jusqu'au lot 9. Mais c'est sûr que quand on rentre, là, on commence à avoir des problèmes comme le lot 10, à un moment donné, je pense que c'est-tu le lot 10? Je crois que oui, qu'on a enlevé le partage de risque. Là, on était... C'était sur le point de... Ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont. Ils s'en vont. Là, ou on s'en va devant un avocat. Là. On était rendu là. Mais quand je dis on était rendu là, c'était pas caché non plus, ça là. C'était pas une surprise. Là. Qu'est-ce qui n'était pas une surprise? Bien, je veux dire, on l'a annoncé là, dans les CD, puis quand je dis on, monsieur l'enfant, je l'accompagnais avec Mme Foldaisbus, mais ce que je veux dire, c'est
on faisait état là, du budget, là, puis à un moment donné, on leur a dit, là, le budget de la livraison 2, il est à veille d'être épuisé. Là. Puis c'est là que, dans le fond, vous étiez rendu à l'automne 2019. Là, dans le fond, l'équipe avec M. Frenette, Stéphane Mercier, puis Annie, je ne sais pas qui, là, son nom m'échappe, je m'excuse auprès d'elle, parce qu'elle a fortement contribué. Là. Mais ils ont documenté tous ces écarts-là. Puis ensuite, ils n'ont pas été en mesure de tous les documenter. Donc, ça a été retourné chez nous. M. Mercier, Élodie et Annick ont participé, eux autres, à continuer à poursuivre la documentation. Et là, on est rendu à quelque part au printemps 2020. Et là, on commence à préparer les points qu'on veut amener en médiation. Bon, je vous le dis dans mes mots, les étapes, là, peut-être c'est plus nuancé que ça, là, mais dans mes grands jalons à moi, dans ma tête, ça ressemble à ça. Et quand on arrive en médiation, nous, on a notre liste d'éléments. Je pense qu'elle avait été partagée, la liste, par contre, là, avec l'Alliance. Je pense qu'eux autres avaient leurs points, nous, on avait leurs points, ça avait été partagé. Et M. Malenfant m'avait demandé, je me souviens, c'est la première rencontre avec le médiateur. Je vais vous revenir avec la médiation, M. Malenfant. Après la pause, on va prendre la pause du matin. Donc, 20 minutes de pause.